C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Ces jeunes partent ensuite à l'automne effectuer un séjour de recherche de 2 semaines aux États-Unis. We have sent approximately 60 students from Oklahoma to France, and we have received approximately 75 students. J'avais un peu l'impression que c'était un peu la Picardie des États-Unis. Ça m'a pas trop étonné que les deux soient en lien. Avec l'atterrissage débute un incroyable périple au cœur d'un autre monde. I asked my present and former students to act as host families. Tout est grand. My name's Cody Rose, and I'm the principal here at Edmond Memorial. And 5 years ago, we loved having the fellows here and hosting them. La différence majeure entre les deux pays est le budget pour les équipements électroniques. C'est un lycée international avec plus de 90 nationalités. Si l'État d'Oklahoma n'a que 114 ans d'existence, l'histoire de ce territoire est bien plus longue et captivante. Leurs larmes et leur sang qui coulait, qui est tombé sur le sol, ce sang et ces larmes ont formé en fait les roses des sables. On avait poussé cette envie de faire découvrir cette culture jusqu'à la nourriture. 1889. En France, c'est l'année de l'exposition universelle. En Oklahoma, c'est l'année de tous les basculements. The city of Guthrie, Oklahoma, was originally the state capital of Oklahoma. Alors, la route 66, c'est quand même quelque chose de mythique. Voir la station Cobbs, de nuit, avec l'immense sculpture lumineuse en forme de bouteille de soda. L'État d'Oklahoma a 113 ans d'existence et encore de nombreuses années devant elle pour repenser son identité. Tu es sûr et certain qu'on n'est pas déjà passé devant ce séquoia tout à l'heure? Non, mais tout à l'heure, il était à gauche sur le chemin. Puis je crois qu'il y avait une marque bleue dessus, non? Mais t'inquiète pas, d'après la carte et la boussole, on est dans la bonne direction. Bon, écoute Tristan, ça fait 6 mois que tu me parles de tout ça. Ça fait 6 mois que tu me promets qu'on a beaucoup de choses à faire sur l'Oklahoma. Ça fait 6 mois qu'on est ici, mais ça fait 6 mois qu'on n'a encore rien vu. Non mais tout vient à point qui se fait attendre. Puis ça peut arriver d'avoir une petite baisse de motivation, non? Regarde, on s'est bien ressourcé au contact des arbres. Puis c'est toujours mieux que d'avoir les yeux rivés sur le téléphone à attendre les réponses des Fellows 2016, franchement. C'est déjà bien que tu me parles de téléphone parce que figure-toi que j'ai plein d'appels manqués de Paris sur le tournage du 2e volet de Back to OK et tu devais pas t'en charger par hasard? Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Eva. Nous sommes en balade dans la campagne picarde, quelque part entre le premier et le dernier volet de Back to OK. Laissez-moi un message après le bip. Ah mais ça capte pas ici, y a pas de réseau hein. Non mais évidemment que ça capte pas, c'est la campagne picarde. Non mais tu sais quoi, t'inquiète pas, pour le tournage de Back to OK, on a un présentateur hors pair et je suis sûr qu'il va vraiment très bien s'en sortir. Oh, et puis ça fait tellement du bien d'être déconnecté loin du métro. En fait, on marche dans les pas des coureurs de bois du XXe siècle. Ils n'avaient pas de smartphone, juste leur carte et leur boussole pour s'orienter dans les vastes forêts américaines. Oui mais bon, nous sommes au XXIe siècle, souviens-toi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Français hirsutes dans les forêts oklahomanes. Mais tu sais, même les Amérindiens aujourd'hui se sont adaptés à ce monde dans lequel ils n'avaient initialement pas leur place. Enfin, elle s'y est adaptée en luttant pour sa place. Car la société états-unienne aujourd'hui, qu'on vante tant pour son cosmopolitisme, est avant tout une société de contraste. C'est à la fois l'American Dream et des fractures fortes entre les communautés. C'est le pays de la Statue de la Liberté et celui des massacres de Tulsa. C'est le pays qui a vu succéder au premier président afro-américain de son histoire, Donald Trump. C'est la nation qui se cherche un équilibre entre les gratte-ciel de New York, l'aide d'Hollywood et la campagne du comté d'Ellis. Et l'Oklahoma est un reflet, un équilibre fragile entre faits glorieux et faces sombres. C'est une terre qui a vu naître le plus grand sportif du XXe siècle et vu disparaître les espoirs de liberté politique des peuples amérindiens il y a 2 siècles. C'est un état précurseur en matière de préservation des sols depuis le Dust Bowl, et dernièrement régressif en matière de droits des femmes. Et pourtant, derrière toutes ces divisions, toutes ces oppositions, se dresse l'espoir et la résilience. L'espoir politique des peuples amérindiens aujourd'hui,
la Réunion sportive derrière les victoires et les défaites, la Réunion également derrière des traditions communes. En somme, un tableau en clair-obscur. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait essayer de peindre. Non mais c'est pas possible, t'as toujours un don pour essayer de me convaincre de continuer Back to OK. Tu sais, quand on parle d'États-Unis, j'ai toujours gardé dans ma poche quelques vers qui traduisent les antagonismes de la société états-unienne. Garde, vieux monde, tes faces d'un autre âge, crie-t-elle. Donne-moi tes pauvres, tes exténués. Qui en rang pressé aspire à vivre libre. Le rebut de tes rivages surpeuplés. Envoie-les-moi, les déshérités, que la tempête m'apporte. Je lève ma lumière et j'éclaire la porte d'or. Bonsoir. Plutôt qu'un tableau, c'est une statue qui résume tous les contrastes de la société américaine. Car ce sont ces quelques mots qui ornent le socle de la mythique statue de la liberté, qui se trouve derrière moi. Ensemble ce soir, à travers les rues de Paris, les sentiers de Picardie et les routes d'Oklahoma, nous allons décrypter la société états-unienne. Nous verrons que malgré le rejet des déshérités qu'ont été les Amérindiens, leur culture a plus que résisté en Oklahoma. Nous essaierons de comprendre comment le sport et les traditions ont façonné l'identité des États-Unis. Et qui de mieux placé qu'un Oklahoman pour vous livrer tous ces clés? Alors, en prosternation devant le symbole absolu de l'amitié franco-américaine, bienvenue dans le deuxième volet de Back to OK. Pour débuter cette nouvelle exploration, je me trouve devant l'hôtel de York, du nom d'une célèbre ville britannique. Aujourd'hui, propriété de Sciences Po Paris, le bâtiment était autrefois l'ambassade du Royaume-Uni en France. Et c'est ici, le 3 septembre 1783, que le Royaume-Uni a reconnu l'indépendance des États-Unis. Ce qui en fait un lieu majeur de l'histoire américaine. Au cours de leur histoire et de leur expansion, notamment avec la conquête de l'Ouest, les États-Unis sont rentrés en guerre contre les Amérindiens, conduisant leur civilisation au bord de l'effondrement. Pour autant, les Amérindiens sont-ils vraiment une civilisation disparue? Pas si sûr. L'Oklahoma est aujourd'hui l'un des témoins majeurs de cette résilience. En Oklahoma, la situation est tout à fait particulière. C'est une sorte d'épicentre ou de centre indien aux États-Unis. Les autochtones, les natifs, c'est vraiment c'est ceux qui étaient là en tout premier lieu, c'est eux qui ont été chassés, qui ont été mis sur le territoire de l'Oklahoma contre leur gré. Et pour autant, en même temps, c'est une sorte de marge, c'est un territoire qui a une histoire très particulière et qui du coup est finalement assez différent de ce que l'on peut voir ailleurs, c'est-à-dire des réserves, des territoires qui sont bien identifiés depuis longtemps et qui sont restés depuis que les réserves ont été mises en place. Et du coup voilà, c'est vraiment l'histoire de l'Oklahoma, c'est une diversité, une richesse énorme. Il y a plus de 60 tribus en Oklahoma. En Oklahoma, les Indiens ont été donc déportés et regroupés à partir des années 1830 et puis progressivement des dizaines et des dizaines de tribus sont venues s'ajouter jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis finalement leur territoire n'a plus été considéré pour la plupart comme une réserve et ils sont devenus des citoyens qui naviguaient dans un état à peu près classique, on va dire, en 1907. Mais en tout cas, on a toutes ces tribus qui sont présentes, ce qui est vraiment une exception aux États-Unis, c'est d'avoir 38, 39, ça dépend, peu importe, tribus officielles présentes au même endroit, et pour autant qui ne vivent plus dans leur territoire d'origine. Donc ça, c'est vraiment une espèce de double exception de ces populations indiennes. Au XIXe siècle, tout portait à croire que la civilisation des premiers Américains vivait ses derniers moments,
face au jeune modèle sociétal états-unien. Tout, et même l'analyse des grands penseurs politiques de l'époque, en particulier un homme français précurseur. Un philosophe qui prédisait dès les années 1830 les prédispositions de la jeune démocratie américaine à une tyrannie de la majorité qui faisait disparaître toutes les minorités culturelles, et notamment les Amérindiens. Cet homme, c'est Alexis de Tocqueville et son ouvrage « De la démocratie en Amérique ». Alors, Tocqueville a un idéal démocratique. Derrière son ouvrage sur la démocratie états-unienne, c'est une véritable analyse des atouts et des faiblesses d'un modèle démocratique avancé qu'il fait, parce qu'il pressent que l'expansion de la démocratie dans le monde, et notamment en France, c'est la marche de l'histoire. Mais sur les effets pervers de cette démocratie, force est de constater que le constat de Tocqueville sur l'avenir des Amérindiens dans ces nouveaux États-Unis était assez sombre. De quelque côté qu'on envisage la destinée des indigènes de l'Amérique du Nord, on ne voit que maux irrémédiables. S'ils restent sauvages, on les pousse devant soi en marchant. S'ils veulent se civiliser, le contact d'hommes plus civilisés qu'eux les livre à l'oppression et à la misère. S'ils continuent à errer de désert en désert, ils périssent. S'ils entreprennent de se fixer, ils périssent encore. Ils ne peuvent s'éclairer qu'à l'aide des Européens, et l'approche des Européens les déprave et les repousse vers la barbarie. Tant qu'on les laisse dans leur solitude, ils refusent de changer leurs mœurs, et il n'est plus temps de le faire quand ils sont enfin contraints de le vouloir. En fait, le jeune magistrat français qui est Tocqueville, par ailleurs futur ministre des Affaires étrangères, pense que les Amérindiens, qu'ils ne considèrent même pas comme une ou des civilisations d'ailleurs, ont des modes de vie voués quoi qu'il arrive à la disparition. Comment, tu vas me demander ? Eh bien, par une subtile tension sociétale. D'après Tocqueville, les premiers Américains et la démocratie états-unienne sont tous deux fautifs sur cette issue inexorable. D'abord, la culture nomade des Amérindiens, qui pour lui constitue une résistance à la civilisation, les déconnecte de la terre. Les Amérindiens ne seraient pas travailleurs, parce qu'ils ne cultivent pas les sols. Ils se réfugieraient, selon le philosophe français, dans la paresse de la chasse, sans fonder la première brique de toute civilisation, à savoir l'agriculture. Et les jeunes États-Unis se sont engouffrés dans cette brèche pour étendre davantage leur pays, en plaidant que les Amérindiens n'avaient aucun besoin de terre puisqu'ils n'en faisaient rien. Ce serait donc là l'argument juridique et moral justifiant la déportation des peuples amérindiens vers l'ouest, et particulièrement vers la future Oklahoma. Oui, mais bon, le constat de Tocqueville sur les Amérindiens me semble un peu européanocentré. Car une civilisation qui repose sur l'agriculture, ce n'est pas toujours une nécessité. Non mais tu as raison. Mais quand même, son analyse est intéressante. Pour lui, les États-Unis ont réussi un tour de force dans leur bras de fer avec les Amérindiens. Par la loi, et sous couvert d'encadrer ces peuples, ils ont réussi à légitimer l'extinction de leur culture. Oui, mais la prédiction de Tocqueville sur cette extinction, s'est-elle révélée juste finalement ? Dans une certaine mesure, oui. On le voit dans ce que dit Claire sur les langues amérindiennes, lorsqu'elle parle de l'intégration et de l'assimilation des autochtones dans la société états-unienne. Pendant très longtemps, en fait, les personnes elles-mêmes, les autochtones eux-mêmes, avaient honte d'être autochtones et faisaient tout pour s'intégrer et donc ne plus parler leur langue. Et c'est en partie pour ça que les langues se perdent, mais il y a beaucoup d'autres facteurs évidemment. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est que on peut rapprocher ça aussi de la France de la Troisième République. À cette époque-là, en fait, on a vraiment voulu imposer l'usage du français. Il y avait des châtiments corporels pour les élèves qui parlaient leur patois. C'est assez intéressant de voir que nous, en France, lors de la Troisième République, on a vraiment eu cette idée d'effacer les patois. Et les États-Unis, c'était pareil. Ils ont eu vraiment ce moment aussi où ils ont essayé d'effacer toutes les cultures autochtones. D'imposer, les colons sont arrivés, ont voulu imposer leur mode de vie, leur civilisation. Ça rejoint la théorie de Tocqueville sur la tyrannie de la majorité, qui réduit la capacité à penser différemment de la masse majoritaire, ou tout du moins la capacité de se faire entendre. C'est plus simple de penser ce que tout le monde pense que d'avoir la force de penser différemment. Et c'est cela, cette quête d'égalité qui a débouché sur une standardisation de la société,
qui a entraîné un affaiblissement considérable des cultures minoritaires dans le pays, comme celle des Amérindiens. Oui, mais enfin, il ne faut pas aller que dans un seul sens, je pense. Tocqueville prédisait une extinction de ces civilisations, mais force est de constater que les Amérindiens ont aujourd'hui une certaine résilience dans les États-Unis d'aujourd'hui. D'abord, parce qu'en Oklahoma, ils ont été capables de retourner le jeu législatif à leur profit. On l'a vu avec la reconnaissance récente de l'existence politique des 5 nations indiennes dans le Sooner State. Et ensuite, parce que leur culture n'a pas totalement disparu. Du point de vue des langues, la résilience est toujours d'actualité. First of all, it's very important for languages to be preserved. I'm a language student for the past 12 years now, and through various techniques, technology, Zoom meetings due to COVID, we have audio recordings, we have video recordings, and being able to learn from our elders and our language speakers is very important for our languages to still continue on as they are today. Some of those are by helping to train teachers to also teach it in the homes as well as teaching it in the schools or within the tribal community. Je suis allée également au Sam Noble Museum. Il y avait une affiche qui disait qu'ils allaient diffuser un film Star Wars en langue navarro. Ils avaient complètement redoublé le film Star Wars, le premier Star Wars. Ça faisait partie de ces projets qui visaient à revitaliser les langues. As I learned from one of my teachers is that we may not speak the tribal language that our ancestors spoke. However, being able to understand other people of our languages will help us preserve and revitalize those efforts. La culture des premiers Américains n'a effectivement pas disparu. Et les projets de revitalisation sont bien plus vivants que jamais. Vivants, car pas seulement exposés dans les musées. Vivants, parce qu'incarnés par des personnes qui transmettent cet héritage culturel dans les écoles notamment. Durant notre séjour à l'Edmond Memorial High School, nous avions pu rencontrer Sina Yellowfish et Courtney Tsota Yarolar, professeurs chargés de l'Indian Education, un programme créé il y a précisément 50 ans, le 23 juin 1972, par le gouvernement des États-Unis, affirmant ainsi la responsabilité de l'État fédéral dans l'éducation des jeunes Amérindiens. 130 000 élèves en bénéficient en Oklahoma. Elles nous confient aujourd'hui leur rôle singulier dans cette transmission culturelle. Hi, my name is Sydney Yellowfish. I live in Oklahoma City, Oklahoma. I am Oto Missouri, Osage, Sac and Fox, and Pawnee, and I've been a teacher and educator for over 30 years now with Edmond Public Schools. I'm Courtney Sotayer-Holler. I'm Kiowa, and I work with Edmond Public Schools Indian Education Program. I have been teaching here for 6 years, and I have worked in other areas of education, higher education, for a total of 8 years. Thank you. Today, there are 574 tribal nations and tribes, and each one has their own distinct languages, customs, traditions, and the historical importance of their tribe or nation. Our ancestors made a way for us to continue to today. Without the forethought of their existence and maintaining what makes them a nation or a tribe, many of our tribes would not be present today. Those continued ways still need to be maintained. They still need to be taught to the future generations in order for our tribes to still be in existence today. I think that Native people resist in American society today by practicing our truths, and we can do that by living and learning our cultures and who we are as Native people, and learning our traditions and values, and living according to who our people are. So for me, I'm Kiowa, and trying to also teach that to my children, and so that they can carry that on. Tribal histories and the contributions of tribes should be taught of our tribes today. Historical information
is important in that we understand and have a better understanding of tribal sovereignty and the existence of how our tribes exercises their sovereign status, so that it has a mutual understanding with the people in our communities and states and the United States. So teaching our children and our grandchildren our ceremonies, our languages, our traditions, and our cultural teachings is vital for our tribes and nations to continue to thrive today. My mission is to support our Native students in their education and cultural learning so that it can help them in their future success, as well as teach appropriate and accurate content and information about tribes, and working with others in a collaborative way, such as our partners here in the school district, as well as our tribes and in the community. Eventually, we would love to mandate that Native history be taught in our public schools. This is a long team effort of Oklahoma since 2007. It's been a long task force effort that we would hope one day that may happen, so that not just Indian children, but all students are learning about our 39 tribes of Oklahoma. On trouve en Oklahoma de nombreux universitaires, un département assez fort d'études amérindiennes à l'université d'Oklahoma. Il y a de nombreux artistes, il y a des écrivains oklahomiens qui sont très connus comme Navar Scott Momaday, on a Leanne Ha, on a Linda Hogan par exemple, et encore bien d'autres. Et puis ça c'est simplement pour la littérature. On pourrait simplement mentionner en passant que Joy Harjo a été réélue pour la 3e fois ou renommée poétesse nationale américaine par la Bibliothèque du Congrès américain, et qu'un chef d'orchestre et compositeur comme Gerald Tate, qui est Chickasaw, vient d'être nommé ambassadeur culturel des États-Unis à l'échelle planétaire. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et puis donc par ailleurs, pour revenir à cette idée de centre, il faut savoir qu'il y a par exemple le Red Earth Festival, qui est un festival à l'échelle nationale des États-Unis qui se tient chaque année en Oklahoma, qui est une grande fête début juin. Et puis depuis 2006, ça a pris très longtemps, mais il va voir le jour dans quelques jours. Le musée et centre culturel amérindien d'Oklahoma City, un immense chantier, va enfin aboutir. The opening of FAM, First American Museums, is very important for not just our 39 tribes of Oklahoma, but for the state of Oklahoma. And going clear back to when this first was talked about many years ago, and having it actually become now to what it is today, is the story of the 39 tribes of Oklahoma. I think the opening of the First American Museum in Oklahoma City is a really awesome and great collaborative effort between tribes and the community to be able to share stories from tribal perspectives. And my understanding is that that is how they wanted this museum to be, to share their story, their perspectives, their traditions, their ceremonies, in their way. And that's what this museum is doing for us today. It's also a great way to support tribes and individuals in their continued success to be able to share about what our tribes are doing today. Ouais, ben disons, ça fait du bien de pouvoir se poser un peu, hein. Heureusement que j'ai un meilleur sens de l'orientation pour pouvoir trouver cette auberge. Non mais ça peut arriver à tout le monde de se planter sur l'itinéraire, non? Tu sais, à chaque fois que je me retrouve dehors par une nuit froide, eh bien, je repense à la nuit du 22 octobre 2016. C'était une nuit particulièrement froide, alors qu'il avait fait chaud toute la journée. Je me rappelle, on était enroulés dans une couverture, j'avais mon carnet sur les genoux pour écrire un nouvel article pour Oklahoma News. C'est comme ça que je procédais à chaque fois. Cet article, j'avais décidé de l'appeler « Une autre paire de dimanche », parce qu'on était dimanche et que j'étais immensément fier de mon jeu de mots en fait. Fallait pas grand chose, tu sais, à l'époque. Bref, j'ai beaucoup écrit toute la soirée, malgré les doigts gelés, parce que j'avais tellement de choses à dire sur le pogo qui se déroulait devant nous. Le pogo? C'est quoi ce truc? C'est pas le nom du groupe qui chantait la chanson « Le lion est mort ce soir » ? Oui aussi, mais pas seulement.
Powo, avec un W pour wo, et par un H, comme je l'écrivais à l'époque, c'est dérivé de l'expression Powo. Ça veut dire il rêve en langue algonquienne à l'origine. C'est une fête amérindienne traditionnelle, un rassemblement auquel on avait assisté en Oklahoma, dont les origines sont encore âprement débattues aujourd'hui. There are many stories about the origins of powwows depending on who you ask, and I think that the roots of powwows are grounded in our former ceremonial or social gatherings of the past that have converged to today. Today you might have contemporary powwows, you may have traditional powwows, and it really depends on your upbringing, your traditions, and how you were taught about the powwow tradition and what it is today. And just understanding that there are ceremonies and then there are powwows. So there is a difference and each one will have a different perspective. Notre Père de dimanche, donc. Car cette fois, je ne suis pas dans mon élément. Je me suis laissé convaincre de quitter momentanément la politique pour assister au Powo avec Jade. Elle connaît bien plus que moi le sujet. Aussi, elle va m'éclairer sur cette fête indienne. Au passage, je relèverai l'absence de drapeau américain dans l'installation. Compréhensif au vu du sort qui a été réservé aux Indiens. L'Oklahoma a longtemps été un territoire indien avant de devenir un État américain en 1907. Jade m'explique que le Powo est l'occasion de se rassembler et célébrer les événements de l'année. Ainsi, commémorer les morts fait partie des grands moments de la fête. Alors, on commémore aussi la vie durant cette grande fête, rythmée par les danses. Tradition vieille de 2 siècles, les Powo ont fini par émerger dans la future Oklahoma à la fin des années 1870 comme une célébration d'alliance entre les peuples amérindiens. Ces participants portent des régalias. C'est le nom qu'on emploie pour qualifier les vêtements traditionnels que les Amérindiens portent à l'occasion du Powo. Des vêtements très impressionnants, tu peux le voir sur ces images. Et d'ailleurs, il faut savoir que les Powo sont également l'occasion d'une remise de plumes, symbolisant le courage de leurs nouveaux propriétaires. Et je te propose qu'on aille directement dans le vif du sujet, et qu'on découvre ensemble, à travers le Powo d'octobre 2016, comment se déroule une telle célébration. Le Powo auquel nous avions assisté se déroulait en extérieur, sur les hauteurs des Indian Hills d'Oklahoma City. Il faut que tu saches cependant qu'un Powo peut également s'organiser à l'intérieur de grandes salles. La seule constante dans l'organisation, c'est la structure. Un large cercle appelé Arena, autour duquel sont organisés des gradins. Une tribune est réservée aux organisateurs du Powo, dans laquelle dominent 2 figures essentielles. Le directeur de l'Arena d'abord, chargé de veiller au bon déroulé des festivités et des danses dans l'espace central. Le MC, ou plus simplement maître des cérémonies, est quant à lui chargé de l'animation de l'événement. Je me rappelle que le Powo d'octobre 2016 avait déjà commencé par de nombreuses danses depuis le milieu de l'après-midi lorsque nous étions arrivés. Pourtant, le véritable coup d'envoi des festivités s'est produit sur les coups de 19h30 avec la grande entrée. Une vraie cérémonie d'ouverture pour une fête pas comme les autres. Il y a fort longtemps, cette grande entrée consistait en une parade dans les rues de la ville organisatrice de toutes les personnes, porteurs de drapeaux, vétérans ou danseurs, qui feront le Powo. Désormais, cette entrée est limitée au terrain du Powo, mais n'en reste pas moins spectaculaire. Tout le public doit se lever. Les drapeaux, principalement ceux des tribus participantes, sont honorés. Si en 2016, nous n'avions pas vu de drapeau américain, il est quand même souvent présent, comme un rappel de l'histoire mouvementée avec le pays. Une fois que l'ensemble des participants est réuni dans l'aréna, des chants sont entonnés en honneur des drapeaux et des vétérans, et la grande entrée se clôture sur une prière. Les danses commencent enfin. Traditionnellement, il y a d'abord quelques danses en cercle pour ouvrir l'événement, puis tout se succède. Quelques chansons intertribales sont jouées au rythme des tambours, et puis il y a des danses pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants aussi, alors qu'un concours devait distinguer les meilleurs danseurs au bout de la nuit. Tout le monde est invité à danser s'il le souhaite, même des invités non amérindiens, c'est un moment de communion. Le Powo toutefois, ce n'est pas que des danses et des remises de plumes, c'est aussi des moments plus politiques.
Je me rappelle par exemple du discours d'une jeune amérindienne à l'occasion du concours de princesse pendant ce pomo, appelant au soutien contre le projet de gazoduc dans le Dakota du Nord. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ça avait défrayé la chronique à l'époque. Ça devait traverser des terres amérindiennes, menaçant l'équilibre environnemental du territoire. La résilience politique des nations amérindiennes se manifeste donc également lors de tels événements. Mais déjà, la nuit amérindienne s'efface, le jour se lève, et de nouvelles distinctions s'apprêtent à être décernées. Si au Powo, on remet des plumes pour symboliser le courage de leurs nouveaux propriétaires, aux Jeux Olympiques, on remet des médailles pour célébrer les performances des athlètes. Ah, mais quel lyrisme! Mais je vois pas trop où tu veux en venir. Eh bien en fait, on ne peut pas évoquer la résilience amérindienne sans évoquer l'un des plus grands sportifs du XXe siècle. Sans doute même le plus grand et le plus polyvalent, venu tout droit d'Oklahoma. Et l'éclosion de cette légende a débuté il y a 110 ans, lors des Jeux Olympiques de Stockholm, en 1912. C'est en 1888, dans le territoire indien, et plus précisément dans la nation Sac and Fox, que naît Watohuk, c'est-à-dire sentier brillant dans la langue de cette nation. Il sera pourtant plus connu sous son nom simplifié de baptême, Jim Thorpe. Le jeune Jim montrera rapidement des prédispositions d'athlète très polyvalent, battant tous ses camarades d'université au saut en hauteur, se lançant dans une grande carrière en football américain, avant de se préparer pour les Jeux de la 5e Olympiade à Stockholm en 1912. Son talent éclot au grand jour. Thorpe remporte à la fois le pentathlon et le décathlon, devenant à l'occasion le premier champion olympique de ces deux disciplines. Ces médailles olympiques lui furent pourtant retirées puis restituées à titre posthume en 1982 pour avoir touché un salaire pour des activités sportives avant les Jeux, alors que seuls les amateurs étaient censés concourir aux Jeux Olympiques. Ce ne fut pas le coup d'arrêt de la carrière de Jim Thorpe. Devenu professionnel, le sportif se reconvertit dans le baseball et devient un joueur marquant de sa génération. Jim Thorpe est aussi en parallèle l'une des stars emblématiques du football américain, devenant même, en 1920, le premier président de la désormais puissante NFL, la Ligue de football américain. Un véritable touche-à-tout. Ah, mais alors finalement, la vie de Jim Thorpe est un vrai film à part entière. Tu ne penses pas si bien dire. Après sa carrière de sportif, Jim Thorpe devint un acteur à part entière, jouant dans de nombreux films, tantôt dans des rôles de sportifs, tantôt dans des rôles d'Amérindiens. D'ailleurs, il n'oublia jamais ses racines oklahomanes, même si l'État de Pennsylvanie était bien plus enclin à lui rendre hommage. C'est d'ailleurs là-bas qu'il est enterré, après l'échec en 2015 d'une longue démarche judiciaire pour amener sa dépouille en terre oklahomane. Toujours est-il que Jim Thorpe fut reconnu en 2000 comme le plus grand sportif du XXe siècle lors d'un sondage organisé par ABC Sport. Impressionnant, non? Bah impressionnant, oui, mais pas tellement étonnant vu son palmarès. D'ailleurs, ça pourrait être marrant de faire des Jeux Oklahoma en son hommage, tu crois pas? Les Français reconnaîtront facilement sa silhouette, les Américains peut-être un peu moins. Me voici à présent devant le Stade de France. Ce n'est pas uniquement l'arène de concerts mémorable. Théâtre de beaucoup d'événements sportifs, cadre des épreuves d'athlétisme lors des prochains Jeux olympiques de 2024, des épreuves que Jim Thorpe aurait tant convoitées. C'est d'ici que nous allons ouvrir la page sportive de Back to OK. Car oui, étudier le sport, c'est contempler un miroir de la société américaine. Ce n'est pas un hasard si la résilience des First Americans passe également par lui. Du golf au baseball, en passant par le basket, vous allez comprendre que la ferveur sportive aux États-Unis est une manière idéale de comprendre l'importance des traditions outre-Atlantiques. Avant de rejoindre ma cabine commentateur, je déclare ouvert les Jeux Oklahoma.
16-0. Non mais évidemment que j'arrive pas à jouer, j'ai le vent en face de moi. Non mais arrête de te trouver des excuses, t'es juste pas bon en badminton. Bon alors, on continue ou pas? Ça te dirait pas de changer de sport, de jouer au stickball par exemple? Mais c'est quoi ce truc? C'est encore un jeu sorti de ton imagination? Absolument pas, ça existe vraiment. On y a joué il y a 5 ans en Oklahoma, enfin pas moi mais les autres fellows oui. Ça pourrait d'ailleurs être une épreuve reine des Jeux oklahomans, étant l'un des plus vieux sports d'Amérique du Nord, pratiqué par les premiers Américains depuis au moins 400 ans. Enfin, je ne suis pas le meilleur pour t'expliquer ça. Le stickball, le sport, c'est une translation de la guerre, et donc le stickball, c'est un sport très important chez les Amérindiens où on joue avec une espèce de crosse. Il faut savoir que les parties de stickball étaient extrêmement violentes, il pouvait même y avoir des morts, et ça pouvait se jouer sur des terrains qui étaient aussi grands que des terrains de rugby par exemple. Enfin, le but n'était pas de tuer les gens, mais ça pouvait arriver, en tout cas c'est l'anecdote qu'on raconte. Alors en fait, le stickball se pratique de manière mixte et il y a un grand poteau au centre. Les hommes ont donc des crosses pour attraper la balle et jouer avec, tandis que les femmes n'ont pas de crosse mais juste leurs mains pour jouer. Et l'objectif, c'est que la balle tape le haut du poteau. Mais attends, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes ont des règles de jeu différentes? Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'inégalités dans ce sport et que les Amérindiens, certains Amérindiens considèrent encore que les femmes ont une force moins importante que les hommes, d'où cette plus grande liberté qui leur est octroyée. Il y a d'autres règles à connaître? Non, pas vraiment. En fait, tous les coups sont permis lors de la partie, ce qui peut être assez comique parfois. Oui, alors c'est vrai que la partie était très physique, hein. On s'est quand même beaucoup bousculé, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres pendant le séjour. On s'est retrouvés avec un certain nombre d'inconnus, il y avait des élèves qui étaient amérindiens, tout le monde s'était retrouvé pour pratiquer ça. On s'est quand même bien chahuté, je me souviens, en plus on a démarré un peu à froid, alors que c'est un sport qui mériterait vraiment un bon échauffement. Et puis on a un petit peu l'impression que il n'y a pas de règles, hein. Tout le monde peut se bousculer, s'attraper, etc. Et en tout cas, on a bien ri, si je me souviens bien. Today, when I see the game being played or being taught to students, I enjoy seeing it. The rules may have changed, especially like for women. The rules may have been adapted just a little bit, but it's always fun just to see students be able to learn something. And when you think about it, it's a game that's still being played today that was originated a long time ago. Eh bien, voilà encore une preuve que le sport occupe une place à part dans la société oklahomane. Et oui, comme le souligne Eva et Tristan, les sports ont beaucoup d'importance dans la culture oklahomaine. Et on est rejoint en ce moment dans cette cabine par Kai Davis de la Virginie, ici pour discuter de la place du sport dans notre culture. Bienvenue Kai. Alors merci, je suis heureux d'être ici. Autour de la ville d'Oklahoma City, il y a des opportunités pour les jeunes de n'importe quel âge pour jouer, regarder ou participer dans le monde du sport. Des sports comme le baseball, le foot, le football américain, le basketball et le cross sont les plus populaires, pendant que les autres sports comme le hockey, le cyclisme, le rugby, le squash deviennent plus en plus populaires. Wow, super! J'imagine que grâce à tout l'espace à l'intérieur de la ville d'Oklahoma City, les enfants ont plusieurs opportunités de faire du sport dans les champs et les terrains de sport autour de la ville. Ah, tout à fait. En plus, il existe plusieurs clubs dédiés aux enfants de moins de 13 ans. Pendant vous à collège, on peut déjà commencer à jouer pour son école, la lutte, le tennis, le cross-country et l'athlétisme, en plus des autres sports comme le hockey sur gazon, le foot, le baseball, le football américain et le basketball sont les plus offerts aux étudiants des collèges. Et ça se développe encore plus au lycée. Et je crois d'ailleurs qu'on a une première réaction à notre micro sur cette importance du sport au lycée. Oui, il y a vraiment cette grande importance qui est donnée au sport aux États-Unis et même en Amérique du Nord en général, je pense, parce que c'est également le cas au Canada. Ils ont leur terrain de football américain dans leur lycée, ils ont des infrastructures, ils ont une équipe et je pense que la plupart des élèves font du sport. Enfin, je pense que le sport c'est quelque chose de
plus important, dans le sens où ça a plus de place dans la vie des Américains que dans la vie de Français. En tout cas, moi dans mon lycée, voilà, on n'avait pas ce côté, on n'avait pas l'équipe du lycée, tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très très américain. Mais il faut aussi savoir que le budget qui est mis à disposition aux États-Unis et en France, il est complètement différent. Mais c'est bien dommage. Donc voilà, on n'a pas les mêmes équipements ici en France, on n'a pas le même soutien des élèves non plus dans la pratique du sport. Donc voilà, c'est différent, c'est autre chose. C'est le terrain de l'athlétisme. Mon projet de recherche avait pour but de comparer le sport aux États-Unis et en France chez les jeunes, donc dans les lycées, sachant que notre vision du sport en France et aux États-Unis, elle est complètement différente. Aux États-Unis, la plupart des élèves s'investissent au moins dans une activité sportive au lycée, tandis qu'en France, les associations elles sont pas très connues dans les lycées. J'ai fait un questionnaire que j'ai envoyé dans mon lycée et les élèves ne connaissaient tout simplement pas les associations qui étaient mises à leur disposition pour pratiquer du sport au lycée. Donc c'est assez dommage. Voilà, faudrait peut-être qu'on pense à le développer un petit peu plus et c'est aussi un des objectifs de mon projet. Je suis Guillaume. Je suis Karsten. Je suis le capitaine d'équipe de football américaine. Voici le terrain de sport. J'ai assisté à un match de foot américain au lycée de ma correspondante, et j'étais bluffée avec la grandeur du terrain, le monde dans les gradins, le spectacle de cheerleaders et de mascottes. Enfin, on aurait dit un match pro, et l'ambiance aussi était super exaltante. Et en plus, on avait gagné, donc c'était vraiment une bonne soirée. J'ai pu aller voir un match de football, donc le soccer. C'était le dernier du lycée. J'ai pu y assister, c'était incroyable. L'ambiance était juste magique. Il y avait tout un tas de camarades qui étaient venus pour voir les joueurs du lycée. C'était vraiment cool. Et j'ai pu aussi faire un entraînement du coup de foot avec l'équipe féminine du lycée. C'était vraiment incroyable parce que j'ai pu du coup jouer au foot avec des Américaines. Le foot, j'en pratique depuis des années et c'était vraiment une bonne expérience de pouvoir jouer avec une équipe étrangère. Non mais c'est vrai qu'effectivement le football américain a une place majeure dans la culture oklahomane et états-unienne dès le début, dès le lycée. Par exemple, tu vois, en 2016, on nous avait distribué ce magnète dans la bibliothèque du lycée qui retraçait tous les matchs qui avaient lieu dans les mois suivants avec les autres lycées, ce qui montre qu'il y avait vraiment une véritable saison en fait de football américain pour les joueurs de football américain au lycée. Mais tu me parles de football américain, mais tu m'avais également dit plus tôt que le maire d'Oklahoma était un fan de soccer. Oui, effectivement, on avait rencontré le maire d'Oklahoma City en 2016 et il était assez fier de son équipe de soccer, donc là vraiment du football à l'état pur tel qu'on connaît en Europe. Et il nous racontait que sous sa mandature, en fait en 2013, il avait permis l'émergence justement d'un club, l'Energy d'Oklahoma City, qui évolue en 2e division, c'est-à-dire en fait un peu l'équivalent de notre Ligue 2 en France. On a donc parlé de stickball, de football américain, de soccer. Mais j'ai parcouru Oklahoma News, j'ai lu soigneusement les articles et j'ai découvert que s'il y a bien un sport qui, après le football américain, est apprécié par les Américains, eh bien c'est le basket. Et tout se déroule dans une vaste arène, un chaudron bouillant de milliers de supporters. Quand on entre le grand stade de basketball appelé le Paycom Center à Oklahoma City, on sent immédiatement une connexion avec les autres car tous sont venus dans le même but. Regardez l'équipe des Thunder. Ah yeah! Dans cet espace intérieur, les chants de 18 000 personnes est rendu plus puissant avec l'acoustique. Avant même que le match commence, l'énergie est frappante. Et dans les moments avant le lancer en l'air, tout le monde réagit avec vivacité. Mais rien n'est comparable au spectacle de match lui-même. Tout à fait. Du côté du terrain de basketball, il est évident que le match de basketball aux États-Unis est très physique. Car c'est-à-dire que quand quelqu'un marque, c'est comme une bataille gagnée. He shoots! He scores! Yeah!
souviens surtout du match de basketball qu'on avait vu et c'était quand même du lourd, on va dire. C'était les Thunders d'Oklahoma City contre les Denver Nuggets. Il y avait vraiment cette ambiance du match de basket. On mangeait des nachos, c'était vraiment un bon souvenir. Ça va, tu trouves des choses intéressantes dans les vieilles archives d'Oklahoma News? Alors oui, écoute, figure-toi que je viens de découvrir que Claire n'avait pas été la seule à avoir vu un match entre les Nuggets et les Thunders. Bon, je vais te lire ça, juge-en plus tôt. C'est donc avec une grande surprise que j'ai appris que ma famille d'accueil avait réservé des places pour le match de mardi, qui opposait les Thunders d'Oklahoma City et les Nuggets. Non, pas les nuggets de poulet comme tout le monde pense, mais nugget en anglais signifie pépite. Tournoi venu de Denver dans l'état du Colorado. La première chose dont je me souviens, c'est le sentiment d'émerveillement quand j'ai découvert la taille grandiose du stade. Tout était tellement démesuré. Même quand vous leviez la tête, il y avait encore de nombreux sièges tout en haut du stade. Les gens commencent à s'asseoir et le stade se remplit. L'ambiance commence à monter au fur et à mesure des minutes. Les supporters scandent OKC pour encourager l'équipe. Les lumières viennent de s'éteindre, la clameur augmente, le commentateur parle dans son micro, la mascotte, un bison, fait son entrée. Je suis tellement impatiente que le match commence. Le décompte commence, et les voilà enfin tous les membres de l'équipe arrivent et la foulée en délire. Le grand écran présente chacun d'entre eux avec une mise en scène phénoménale. Tout devient assourdissant. La musique est à fond. Les gens crient et applaudissent. C'est incroyable. Mais le silence revient immédiatement quand l'hymne américain retentit. Les supporters, la main droite sur le cœur, regardent tous leur drapeau en écoutant solennellement la jeune fille qui joue leur hymne au violon. Mais quelque chose d'encore plus extraordinaire et surprenant, c'est la prière qui est ensuite récitée par tous les supporters, conclue par un amen collectif. Enfin, le match peut commencer. Les Thunders mènent le jeu, la foule est en délire, à chaque panier mis par les Thunders. À chaque pause, les pom-pom girls ou la mascotte font leur entrée et enchaînent chorégraphie et pitoterie. Le match reprend, mais pendant une dizaine de minutes, le stade est plus calme, presque silencieux, car les Nuggets remontent et enchaînent les paniers. Le temps passe, et la différence du score rétrécit. Les gens sont un peu tendus. Mais les Thunders ne sont pas si faciles à battre. Ils reprennent le contrôle du match. Mais qui va gagner? Seul le temps nous le dira. Puis, 5, 4, 3, 2, 1. La corde de brume retentit, et c'est la fin du match. Les Thunders ont gagné 97-87. Quel match palpitant et plein de rebondissements. De plus, on peut dire que les Américains savent mettre l'ambiance. Ouais, très intéressant comme article, effectivement. Le basket a donc une place primordiale dans la culture états-unienne. Celle d'un sport qui, une fois n'est pas coutume, a été créé aux États-Unis même à la fin du 19e siècle. Celle d'un sport populaire, accessible à tous. Tous les paniers de basket dans les quartiers résidentiels, sérieusement. Je pense qu'il y en avait une maison sur deux, un panier de basket. Tout le monde en a, tout le monde y joue, c'est un sport vraiment... Tout le monde aime ça, avec le football américain aussi, les gens ils jouent vraiment beaucoup. On est bien loin de l'image qui colle au golf, qui pourtant semble lui aussi avoir gagné le cœur des États-Unis. Quant en France, le golf colle à une image élitiste, avec les plus riches seulement qui tenteraient de faire un par ou un birdie. Mais cette différence culturelle résiste-t-elle à l'épreuve des mathématiques? Faisons le calcul. Aux États-Unis, il y a 26 millions de joueurs sur une population d'environ 331 millions d'États-Unis. C'est tout de même 8% de la population. En France, on ne dénombre que 600 000 joueurs, soit à peine 0,9% de la population. Pas de doute, l'écart est flagrant, et le golf est bien plus ancré dans son gazon outre-Atlantique. Mais le golf a beau avoir fait son trou, il n'est pas exempt de récupération politique. Souvenez-vous, dans le jeu politique états-unien, candidats comme élus se renvoient souvent la balle. On se souvient ainsi des critiques répétées d'un certain Donald Trump à l'adresse de son futur prédécesseur Barack Obama, l'accusant de passer son temps en golf plutôt que dans le bureau ovale. Lequel Donald Trump se fera épingler par la suite pour ses parties de golf à des moments tout à fait inopportuns, particulièrement au moment de l'épidémie de coronavirus. Ce sur quoi son adversaire de l'époque, Joe Biden, le taclera. Au total, Trump aura participé comme joueur ou spectateur à 251 parties tout au long de son mandat, ce qui est assez considérable.
Mais bref, vous l'aurez compris. Au-delà de ces swings au plus haut niveau de l'État, intéressons-nous à la place de ce sport dans la société. Un sport qui a donc le vent en poupe. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur le blog. Dimanche soir avait lieu l'anniversaire du frère de Barry. Ce fut l'occasion d'aller dans un centre de travail du swing, cette maîtrise indispensable au golf. Du haut d'une sorte de construction de 3 étages, club en main, une longue étendue d'herbe entourée de hauts filets est à contempler. Ce vaste terrain contient des trous entourés de zones enfouies dans le sol, et la balle doit s'approcher au plus près du drapeau. Le golf est un sport populaire ici aux États-Unis, pas seulement réservé aux riches. Tous les types de classes sociales y jouent. Le golf est très populaire aussi dans le monde des étudiants et les autres aussi. Pour la plupart, les gens commencent à jouer au golf au lycée. Et il y a beaucoup de matchs entre les lycées différents. Oui, Turner. Le sport de golf est vraiment joué par tous les mondes, des jeunes aux retraités. On joue aussi bien avec une équipe à l'école qu'avec des hommes d'affaires. C'est sans doute un des sports les plus polyvalents. Bien sûr, il y a des terrains de golf autour d'Oklahoma City et ils sont tous vraiment populaires. Mais un des lieux très fréquentés par les joueurs de golf s'appelle Topgolf, localisé au nord de la ville. Il y a un bâtiment de 3 étages où on tire les balles de golf au bâtiment à pratiquer. Et je te coupe mon cher Turner, car on me dit dans l'oreillette et quand on est justement en direct de Topgolf, on regarde et on commande. Next up on the rough is Tristan Lefevre. Currently, Lefevre is putting all of his focus into hole 1. If he gets a bogey, he'll be escorted off the rough. But a birdie might just push him through to the finals. Everything is riding on this shot. Ooh, nice shot. We see drastic improvements from last time. It just goes to show, hard work pays off. Ah, j'avais échappé à ces images jusqu'à maintenant. Et tu te rappelles de ces quelques swings de golf à Topgolf? Ah, je m'en rappelle bien. C'est vrai que j'avais un peu de mal à jouer de manière correcte, parce que c'est tout un art en fait, le swing de golf, il faut avoir le sens du timing, de la coordination des mouvements, etc. Donc ça ne va pas de soi en fait. Au bout d'un moment, j'ai décidé de suivre ma propre méthodologie et ça a été un peu mieux. Bon, la balle n'est pas été bien loin, mais c'est pas très important. Puis, comme le dit l'adage, l'important c'est de participer. Ah mais attends, figure-toi Tristan que c'est pas exactement la bonne réplique il me semble. Pour clore ces jeux oklahomans, quoi de mieux que de rappeler la phrase du baron Pierre de Coubertin « L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat ». À y songer, la France et les États-Unis ont une vision différente de la défaite sportive. Le sport en France est souvent présenté sous l'angle d'une tradition, d'un mythe défaitiste. On se moque souvent des infortunes de nos tennismen à Roland-Garros, comme on l'a fait avec notre équipe masculine de rugby auparavant. La France des années 1960 vénérait bien plus un Raymond Poulidor éternel second qui ne parvint pas à endosser le maillot jaune qu'un Jacques Anquetil qui remporta 5 fois le Tour de France. A l'inverse, vu de France, les États-Unis seraient l'incarnation du triomphe, de la nation qui vénère ses champions, qui gagne toujours et qui écrase les autres. Mais est-ce que cette dichotomie est bien réelle ? N'existe-t-il pas aussi un mythe de défaite aux États-Unis ? Si, dans toute cette liste, je ne devais vous parler que d'un seul sport, ce serait celui-là. J'en ai suivi tous les rebondissements. Laissez-moi vous introniser le baseball. Je n'en expliquerai pas toutes les règles, juste les raisons de sa présence en fin d'article. Actuellement, ont lieu aux États-Unis les World Series. Chaque manche est composée de 7 matchs, et l'équipe qui veut se qualifier doit donc en remporter 4. Il n'y a qu'un seul match par jour. Ainsi, lorsque je suis arrivé dimanche, j'ai pu regarder le premier match entre Chicago et Los Angeles. Toute la famille se trouve être derrière les Cubs de Chicago, qui n'a pas remporté les World Series depuis 1908. Le club va-t-il briser la malédiction ? Ah oui, la légende de la chef des Chicago Cubs. Tu la connais ? Ah bah bien sûr, qui ne connaît pas la malédiction du sport la plus célèbre de l'histoire. Tu me la laisserais la raconter ? Mais bien sûr. 6 octobre 1945.
Voilà déjà 37 ans que les Chicago Cubs n'ont plus gagné les World Series, à savoir la compétition ultime de baseball dans le pays. C'est comme l'histoire du PSG en Ligue des Champions en fait. Sauf que les Cubs ont déjà remporté à 2 reprises les World Series avant 1945 et 16 fois la Ligue nationale. Bref, ne nous dispersons pas. En ce jour d'automne 1945, un célèbre commerçant de Chicago, Billy Sianis, en charge d'une chaîne de tavernes nommée Billy Goat, décide d'assister au match des Chicago Cubs avec sa chèvre Murphy. Ce n'est pas commun, vous admettrez. Et d'ailleurs, ça dérange les autres spectateurs. Billy Sianis se fait exclure du stade et lance en quittant l'enceinte « Ces Cubs, ils ne gagneront plus jamais ». Il y a eu bien d'autres versions des faits qui ont mis en doute la véracité de cette histoire. Mais la légende est en marche. Pendant 71 ans, les Chicago Cubs ne gagneront plus jamais les World Series et leur Ligue nationale. Une fatalité à les rendre chèvres. Et pendant 71 ans, il y eut de nombreuses tentatives pour briser la malédiction. Le neveu de Billy Sianis vint ainsi plusieurs fois au stade avec sa chèvre dans les années 1980. Au final, cette malédiction contribua à la renommée des Chicago Cubs tout autour du pays et notamment dans la famille d'accueil de Tristan. So I grew up in kind of southwest part of Chicago, so obviously that would lend itself to being a Cub fan, but I really wasn't much of a Cub fan while I was living in Chicago. I more or less became a Cub fan kind of after I moved away. I really gained a appreciation for the Cubs fans, the Cubs organization, and just love of baseball in general. As I travel around the country, you just see Cubs fans all over the country, and growing up in the blue collar suburbs where the Cubs played all their games during the day, you really look back and had a huge appreciation for the Chicago Cubs organization. Les Chicago Cubs n'ont donc pas la malédiction du club sans supporters. Ils ne souffrent pas non plus d'une exclusion de la culture populaire. Dans le deuxième volet de Retour vers le futur et la fameuse séquence dans le futur, Marty découvre surpris la victoire des Chicago Cubs en 2015. Les scénaristes étaient proches d'un pronostic parfait. Ce ne fut pas en 2015 que tout bascula, mais en 2016. The Cubs went through a huge drought from 1908 to 2016 in between their World Championships. And in between they had some really fantastic teams that just couldn't get over the hump, so to speak, and win a championship. And they also had some really awful years where it looked like they were going to win it, and then just at the last minute just kind of gave it away. So they were a very lovable franchise if you grew up in the Chicago area. Tout était très mal parti dans ces World Series. 2 matchs joués, 2 matchs perdus. Mais Chicago a su redresser la barre avec ses home runs, a gagné les 4 matchs suivants et va donc jouer la finale contre Cleveland dès ce soir, mardi. Dans l'espoir d'une première victoire pour commencer. Une finale qui se joue en plusieurs manches, ça vous intrigue ? Bienvenue dans les World Series, qui valent quelques explications. Well, the World Series is fairly simple to follow. You have 2 different leagues in baseball. You have an American League and a National League. And they're not really distinguished by geography or anything like that. At the end of the year, the teams that are ahead of their divisions in each of those 2 leagues, they come together and they play a league championship series. And the 2 winners of each of the league championship series, the American League and the National League, they advance to the World Series and they play a best of game series in October. Non mais c'est vrai qu'il y avait une ferveur incroyable dans la maison où j'étais à propos des Chicago Cubs. On espérait vraiment une victoire. Puis quand ils ont gagné les demi-finales et qu'ils se sont retrouvés en finale, il semble que c'était contre Los Angeles. Là, c'était vraiment incroyable. Bon, malheureusement, j'ai pas vu les derniers matchs. Je les ai vécus depuis la France. Mais d'ailleurs, t'avais pas une anecdote à propos de ce t-shirt-là ? Si, alors, beaucoup d'anecdotes. C'est-à-dire que ce t-shirt m'a été offert vraiment quand j'étais en Oklahoma, par Barry donc. Et je l'ai porté pendant les matchs gagnés par les Chicago Cubs. Et j'ai continué à le porter en France.
Et incroyable, mais les Chicago Cubs ont gagné après, ils ont brisé la malédiction de la chèvre. Et donc Barry m'a dit, mais c'est grâce à ce t-shirt en fait. Voilà, c'était vrai, ce t-shirt a une symbolique importante. Et pour la petite histoire, je l'ai porté lors de la finale de la Coupe du Monde gagnée par les Français en Russie. Bon, c'est génial toutes ces anecdotes sur les Chicago Cubs. Et puis je comprends que t'aies bien vécu cette ferveur avec le club en Oklahoma. Mais moi je m'interroge sur la place du baseball en Oklahoma. Le baseball est sans doute l'un des plus importants sports en Oklahoma et les Oklahoma City Dodgers sont très connus par les matchs à Chickasaw Bricktown Ballpark, au centre-ville. Et à regarder quelque chose de plutôt long et ennuyeux sans mentir, puisque c'est ce que les Américains m'ont dit. Ils m'ont dit que tu vas t'ennuyer très clairement. Sauf que en fait l'ambiance était là, voilà, il y avait des animations, etc. Et puis c'est cool de voir de temps en temps que les joueurs réussissaient à taper cette balle. Même si les matchs de baseball sont plus longs que les matchs de foot américain par exemple, il n'y a pas d'émotion comme se procurer par un home run. Sous le soleil du Midwest, on peut passer une très bonne journée au stade de baseball, complet avec un regard sur quelques toits du centre-ville. Et ce sont les sports dans les ligues professionnelles. Mais qu'est-ce qu'il se passe au niveau universitaire ensuite? En fait, il y a souvent beaucoup plus de choix pour jouer les sports grâce à la grosse population des universités. Alors, ça dépend des universités, mais les équipes de foot américain sont sans doute les plus populaires. À Oklahoma, il y a un grand match de foot américain qui s'appelle Bedlam entre l'Université de Oklahoma et l'Université de Oklahoma State, ou Sooner versus Cowboys. Les étudiants viennent des deux universités pour regarder ce grand match annuel, portant les peintures différentes qui correspondent aux universités. Bourgogne est blanc pour Oklahoma et noir et orange pour Oklahoma State. Tous les matchs de football américain sont populaires. En moyenne, 90 000 à 100 000 personnes vont à ce match en particulier chaque année. Ces matchs se passent soit au stade de Norman, 20 minutes en voiture au sud d'Oklahoma City, ou de Stillwater, au nord-est de l'État, loin d'Oklahoma City. Merci beaucoup Kai pour ces commentaires et on se verra au prochain grand match du sport en Oklahoma. Nous déclarons les Jeux Oklahoma clos. Norman et Stillwater. Voilà des noms familiers en Oklahoma, car ces deux villes sont justement les places fortes des deux grands campus universitaires Oklahoma que sont les universités d'Oklahoma et d'Oklahoma State University. D'immenses campus qu'il nous faut découvrir pour comprendre le mode de vie états-unien. Car autour de ces stades qui vibrent chaque année pour le Bedlam, c'est l'identité états-unienne qui se forge chaque jour. Nous avons là un formidable prétexte pour partir à la découverte des universités oklahomanes. Comme tu le sais, aux États-Unis, les universités sont de véritables lieux de vie, marqueurs d'une identité forte. Ce que j'appelais des universities, pour le jeu de mots. Parce que ce sont des villes et parce que ce sont des univers à part entière. Des univers parce que chaque campus a ses particularités, ses traditions, comme on va le voir ensemble. L'Oklahoma comporte en tout 15 universités. Il y a des universités d'envergure régionale, comme par exemple l'East Central University, implantée à Ada, et comptant 3700 étudiants. Un nombre élevé, mais faible par rapport aux autres campus. Certaines universités font aussi partie d'un même réseau, ou sont satellites d'un campus plus central. C'est un peu comme le système de Sciences Po. Sciences Po Dijon par exemple, c'est Sciences Po Paris, mais avec son identité toutefois. Et bien par exemple, l'Oklahoma State University d'Oklahoma City répond à cette même logique. C'est un campus satellite de l'Oklahoma State University de Stillwater, qui est en quelque sorte l'université mère du réseau. In fine, l'Oklahoma comporte 3 grandes universités nées le même jour sur décision législative le 18 décembre 1890. L'University of Oklahoma avec 28 500 étudiants et 31 700 pour l'ensemble de son réseau. L'Oklahoma State University avec 24 000 étudiants et 35 000 si on considère là aussi tout son réseau de campus.
Et enfin, sur la troisième marche du podium, l'University of Central Oklahoma, comportant quelques 17 000 étudiants. Intéressons-nous aux 2 premières universités que tu as pu découvrir en 2016. Et oui, et on commence donc par l'Université d'Oklahoma, la principale université de l'État de par son histoire. Et puis, pour une petite mise en bouche, est-ce que tu es prêt à découvrir un édifice digne des plus beaux châteaux anglais? Ah bah pourquoi pas. Eh bien, le voici le bâtiment emblématique du campus, la Biesel Memorial Library. Pour la petite histoire, d'un point de vue architectural, cet édifice, daté de 1928, appartient au style gothique Cherokee. Mais ça existe ça? Parce que je connais le gothique flamboyant en France, mais le gothique Cherokee... Non, ça n'a pas été inventé de toutes pièces. C'est même le plus grand architecte américain, Frank Lloyd Wright, qui est l'inventeur de ce terme. Lors d'une visite du campus, il a imaginé cette expression pour qualifier ce style mélangeant les éléments de notre vieux gothique aux éléments architecturaux amérindiens. Au final, cette bibliothèque est donc un pont entre 2 civilisations. Un pont que nous allons tout de suite franchir pour nous aventurer dans la vie universitaire oklahomane. Alors avec quelques fellows, on allait très brièvement à l'université d'Oklahoma parce qu'on avait un entretien avec un professeur d'histoire. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps de visiter le campus, mais le peu qu'on avait vu nous avait semblé très typique américain, encore une fois, très grand, en briques rouges et tout. Vous voulez une courte visite? Allons-y, car l'université d'Oklahoma ne se limite pas à sa bibliothèque. Sur ses 12 km² de campus, bâtiments impressionnants et jardins somptueux se côtoient. Voici le Gaylord Hall, siège du département de journalisme de l'université. Il est impressionnant de voir s'y déployer les principales actualités à tout moment de la journée sur son bandeau lumineux. Ce bâtiment que vous voyez au premier plan, avec sa tour, c'est l'Oklahoma Memorial Union, le siège du syndicat étudiant du campus. C'est désormais le National Weather Center qui se présente à nous, un centre météorologique d'importance nationale, étant à la fois un département de l'université et un centre d'études scientifiques sur l'atmosphère terrestre. Et l'atmosphère est déboussolante. On s'y perd entre ses portes, ses cabines londoniennes au milieu de nulle part, et ses infrastructures sportives nombreuses. Par exemple, cette arène de baseball, le Lloyd Noble Center, pouvant accueillir jusqu'à 11 000 supporters. Ce n'est pas là le seul chaudron pourtant. Car voici enfin l'Oklahoma Memorial Stadium, bâti en 1923 et détenant une capacité de 80 000 spectateurs. C'est à peu près la même capacité d'accueil que le Stade de France. Et ce n'est que le stade d'un campus universitaire. C'est vous dire les moyens mis dans le sport universitaire aux États-Unis. Si dans les lycées, on a un gymnase au moins et un terrain de baseball, etc., dans les universités, forcément, il y en avait aussi. Et voilà, donc j'ai fait un petit tour des infrastructures et c'était encore une fois impressionnant de voir tout le budget qui est mis à disposition pour le sport aux États-Unis. Dans les universités oklahomanes, le poids de l'histoire se fait donc sentir. C'est pourtant le poids des traditions, de l'identité commune, qui est le plus présent. Et cela passe par des rites communs, comme le Homecoming Celebration. Le Homecoming Celebration renvoie à la seconde étape de notre voyage universitaire en Oklahoma, nous amenant à découvrir un campus tout aussi impressionnant. Quand on vous demande la couleur de l'eau, certains répondent qu'elle est bleue, verte, voire transparente. En Oklahoma, on vous répondra qu'elle est peut-être orange. Et ne vous étonnez pas, car it's still water. Donc finalement, t'as bien vécu ces fameuses portes ouvertes à l'Oklahoma State University. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors ce qui a marqué, c'est cette atmosphère un peu festive qu'il y avait. C'était vraiment une immense fête à l'identité du campus, c'est-à-dire que la fontaine était colorée en orange. En fait, toute l'université, tout le campus était à l'unisson pour vraiment 2-3 jours de célébration assez intenses. On avait vraiment des animations qui étaient offertes, beaucoup d'activités proposées et surtout tous les étudiants étaient un peu contraints de s'investir dans la vie de leur campus, c'est-à-dire qu'on avait de grandes installations artistiques qui étaient proposées.
c'était le thème du rêve en 2016. Il y a notamment une installation avec John Lennon qui m'a beaucoup marqué. Puis oui, c'était vraiment une compétition artistique qui se jouait dans le campus. Et également, une autre chose qui m'avait marqué, c'était ces fameuses maisons d'étudiants, c'est-à-dire d'immenses maisons qui regroupaient 10 étudiants, où il y avait également un sous-sol avec des salles vraiment d'animation. Donc c'est pas nos petites colocations en France en fait. Et c'était assez marquant parce qu'il y avait des portes ouvertes dans ces maisons et des maisons à thème, j'ai envie de dire. Et on voyait vraiment se dessiner en fait cet esprit de communauté, de communauté à l'unisson qui faisait un peu sa fête nationale, j'ai envie de dire. Et si je te dis Eskimojo? Alors Eskimojo, effectivement, c'est un bar qu'on a fait à Stillwater. Donc c'est un bar qui a été créé par des diplômés de l'Oklahoma State University. Donc en fait c'est vraiment un bâtiment emblématique du campus, même s'il est un peu en retrait par rapport au campus. C'est un bar qui a une identité assez forte en fait dans le coin. Figure-toi qu'il a même été cité par le président Bush père lors de son discours, et on a des affiches dans le bar sur ce fait de gloire, j'ai envie de dire, du bar. I'm sorry Barbara couldn't be with me here. She did tell me to get a beer and some cheese fries over at Eskimo Joe's. Puis oui, on avait été prendre un verre pendant les portes ouvertes et c'était un bon moment. Il y avait beaucoup de goodies en plus qu'on a embarqué sur le chemin. Mon père a encore un t-shirt Eskimo Joe aujourd'hui. Donc non, c'était un bon moment qu'on avait passé une parenthèse le dernier jour avant le départ. Voilà. Impossible de trouver un campus universitaire semblable à ceux de l'Université of Oklahoma ou même d'Oklahoma State University en France. Ce pays a une tradition différente de notre. Les universités ne sont pas des villes dans la ville, mais dans la ville. Loin de moi l'idée de dire que les campus universitaires français n'existent pas, mais ils sont très spécialisés. Ils n'ont pas d'envergure comparable à ceux des États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons. Trouvez-moi un campus universitaire de 30 000 étudiants. Non, en France, ce qui se rapproche le plus d'un campus universitaire, c'est un campus universitaire avec tous les éléments nécessaires à une vie étudiante épanouie. Mais sans les bâtiments de cours, c'est une cité universitaire. La plus grande d'entre elles, la Cité internationale universitaire de Paris, devant laquelle nous nous trouvons à présent, accueille 6 000 étudiants venus du monde entier et étudiants dans de multiples écoles parisiennes. En plus des logements, elle comprend un restaurant universitaire, un théâtre, une bibliothèque, 2 stades, des cours de tennis. C'est bien, pas encore de la taille des campus américains, mais c'est bien. Et depuis cette cité universitaire, je vous propose de retrouver quelqu'un qui a fait l'expérience d'un campus universitaire américain. Salut Adrien. Salut Turner. Pourrais-tu nous raconter ton expérience d'un campus universitaire américain? Alors, dans le cadre de ma 3e année d'études à Sciences Po, j'ai effectué donc une année d'échange au Middlebury College dans le Vermont, où du coup j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu plus comment se passe la vie au sein d'un campus d'une université américaine. Alors pour être honnête, ça a été une expérience assez fascinante parce que du coup en tant que Français, moi c'était la première fois que j'ai eu l'occasion de vivre au sein d'un campus. Donc j'ai découvert un petit peu la vie dans des dortoirs, le fait de vivre chaque moment de la journée avec les personnes avec qui on va en cours, et aussi j'ai eu l'occasion de découvrir un système assez particulier puisque aux États-Unis, contrairement à l'université ou en France, il y a vraiment de tout au sein du campus, que ce soit la cantine, les associations sportives, les radios, les associations étudiantes. C'était vraiment quelque chose de fascinant et moi j'y ai vraiment passé de super mois. À quoi ressemble un campus universitaire américain? Dans quelle mesure peut-on parler d'une ville dans la ville? Du coup, un campus universitaire américain déjà, c'est très très grand. Et a fortiori, le campus où moi je me trouvais, c'était un campus qui était très très naturel, c'est-à-dire qui était vraiment
entre des montagnes et des grandes forêts. En plus, c'était dans le nord-est des États-Unis, donc dès l'automne passé, on a eu énormément de neige. Et c'était vraiment donc du coup voilà, un endroit très, très vaste puisqu'il faut y accueillir des infrastructures assez énormes. Est-ce qu'on peut du coup parler d'une ville dans la ville? Ben oui, complètement. Parce que du coup, non seulement il y a cette question de la taille, mais il y a aussi le fait que voilà, tout est présent à l'intérieur du campus. On a de quoi dormir, on a de quoi manger, on a de quoi s'amuser, faire du sport, faire un peu de tout en fait. Et on avait même notre propre supérette à l'intérieur de l'université pour éviter d'avoir à se déplacer beaucoup trop longtemps pour aller faire nos courses, puisque voilà, ça c'est sûr que les États-Unis c'est quand même un pays qui est très concentré autour de la voiture et dans lequel les distances deviennent très vite assez conséquentes. Donc effectivement, tout est fait pour qu'en fait on n'ait pas vraiment besoin d'en sortir, si ce n'est pour aller visiter ou aller se promener, ou si on a une raison particulière. As-tu déjà visité des maisons d'étudiants regroupées en association? Alors oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de plusieurs fois visiter des maisons d'étudiants réparties en association. Alors déjà, du coup, en tant que Français, naturellement, j'ai été très vite invité à participer aux événements de la Maison française. Donc participer à des événements qui avaient pour but de promouvoir un petit peu la langue française, participer à des ateliers avec les gens de l'école qui apprenaient le français, et aussi participer à quelques événements culturels, notamment faire découvrir un petit peu la cuisine, la géographie, l'histoire de la France, etc. Également, du coup, j'ai commencé à apprendre le russe à l'époque là-bas, donc pareil, j'ai participé aux événements de la maison russe, et donc du coup c'était à peu près la même chose, faire découvrir la langue, faire découvrir la culture, la géographie du pays, etc. Et accessoirement, il y avait aussi une maison d'une association, qui était l'association de radio de Middlebury, à laquelle je participais, j'avais une émission de radio à l'époque, et donc du coup on se réunissait une fois par semaine, et puis on discutait un petit peu de quelle musique on allait passer, quelles émissions on comptait faire, et comment est-ce qu'on comptait faire évoluer un petit peu la chaîne, et c'était quelque chose de très enrichissant, parce que non seulement ça créait pas mal de vie au sein du campus, mais en plus ça nous permet de rencontrer des gens en fonction d'affinités et en fonction de tout ce qu'on aime faire et de nos centres d'intérêt communs. Merci beaucoup, Adrien, de nous avoir raconté ton expérience au Middlebury College. Et de notre côté, nous allons retourner en Oklahoma, parce qu'on a évoqué en filigrane, à travers cette exploration des universités, l'importance des traditions et de l'identité aux États-Unis, un vecteur d'intégration bien plus qu'en France. Durant leur séjour d'octobre 2016, les Fellows français ont fait l'expérience de deux grandes fêtes états-uniennes et mondiales, Halloween et Thanksgiving. Et vous allez voir, l'importance de ces fêtes dans la société états-unienne n'est pas qu'un mythe. Halloween, c'est pas juste la fête de l'horreur, on n'est pas obligé de se déguiser en monstre, on n'est pas obligé de faire peur en fait, c'est juste se déguiser. On était déguisés aussi, donc on a été chercher nos costumes avant, et puis voilà, c'était assez intéressant, et c'était intéressant aussi de voir que vraiment cette fête-là est prise beaucoup plus au sérieux aux États-Unis qu'ici. On a l'impression vraiment qu'il y a un peu une hâte générale en fait pour cette fête, alors qu'en France c'est un petit peu anecdotique des fois. Lors de la soirée d'Halloween, on nous a fait manger des chamallows, enfin des marshmallows du coup. Des marshmallows grillés avec un biscuit et du chocolat je crois. On s'est dit ça a l'air super bon, on a trop hâte de manger ça. Là on était on en était un peu déçus. Alors qu'en France, Halloween n'est qu'une fête mineure et peu représentée, il en est tout autrement pour les États-Unis. Remémorez-vous quelques films américains se déroulant en octobre, et vous pourrez me comprendre, puisqu'il se trouve que ce que je prenais pour un cliché était juste la réalité. Tout d'abord, cette fête est très attendue des enfants, mais aussi des parents. L'ambiance est chaleureuse et bon enfant, et ma famille a voulu me faire découvrir à tout prix comment les Américains préparent réellement cet événement ancré dans leur culture. Halloween is a much more frivolous day celebrated on the day before All Saints Day, which is a Christian solemnity. It's a great time for children to dress up in all sorts of costumes and
wander the city in search of tricks and treats. And while it is frivolous, it also is a great opportunity to build community and often provides a good opportunity for neighbors to connect, as you don't usually meet the people who live around you, but Halloween provides a good opportunity for that as well. Effectivement, ça nous dit quelque chose de l'importance de la communauté, mais on en reparlera tout à l'heure de manière plus précise. Oui, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose des États-Unis ? Ça nous dit qu'une partie de l'identité états-unienne et de la cohésion sociétale se cristallise autour de ces dates, justement. Ça nous dit quelque chose de ce moment de partage, de convivialité que sont Halloween et Thanksgiving. C'est toujours un moment de partage, de retrouvailles. En France, on a Noël. Aux États-Unis, il y a plus de dates de célébration emblématiques. Halloween illustre un premier aspect de l'histoire du pays. C'est l'importation qui provoque l'enrichissement culturel. Parce que l'histoire d'Halloween aux États-Unis, c'est l'histoire d'une coutume importée dans ce nouveau monde au XIXe siècle par des immigrants irlandais. Donc ça nous dit quelque chose de l'identité de ce pays, comme melting pot de beaucoup de cultures. Oui, et une culture qui a fini par véritablement gagner le cœur des États-Uniens. D'ailleurs, on va essayer de s'intéresser à cette fête aux États-Unis dans laquelle la culture de la citrouille est un véritable business. Cette découverte commence donc sur un parking. Les Américains, durant octobre, font venir des milliers de citrouilles et les vendent partout dans les magasins, mais aussi sur les parkings et terrains de certaines associations. Mais le plus impressionnant, c'est la quantité de citrouilles et leur diversité présente dans ces endroits. Il y en a des grosses, des rondes, des plates, des blanches, des citrouilles modèle réduit ou encore des citrouilles qui ne ressemblent pas du tout à des citrouilles. Tout le monde peut y trouver son bonheur. Après avoir payé vos achats, un petit tour dans les différentes attractions s'impose. Une des plus fréquentes est le labyrinthe de maïs. Il est normalement fait dans d'énormes champs de maïs et moi j'ai testé la taille réduite, en version faite avec du maïs et des sacs en toile normalement dédiés aux enfants. Puis enfin, vient le moment de rentrer et de sculpter sa propre citrouille. Les plus petits peuvent également la peindre. Les préparatifs se dérouleront jusqu'au 31 octobre. Une autre fête qu'on a célébrée en Oklahoma par anticipation, c'est Thanksgiving. Alors, contrairement à Halloween, qui est un melting pot de culture, cette fête dit encore autre chose aux États-Unis. En fait, c'est la constitution d'une identité politique commune. C'est quand même assez édifiant de se dire que dès 1789, le président George Washington proclame Thanksgiving. Cette fête est décrétée par le gouvernement fédéral, c'est un acte politique. Et puis, on ne peut s'empêcher de penser à ce mythe fondateur très contesté d'alliance entre les premiers Américains et les colons anglais. Contesté parce qu'il dit quelque chose de l'identité partagée d'union que veulent se donner les États-Unis et qui est inexacte. Exactement. Et j'ai fait des recherches d'ailleurs sur cette histoire mythique et souvent contestée de Thanksgiving. On a souvent étudié au collège, mais qui me semble important de rappeler ici. La légende raconte qu'en 1620, les Pilgrim Fathers, c'est-à-dire des protestants anglais qui avaient fait sécession de l'anglicanisme, débarquent dans l'actuel Massachusetts. Malheureusement pour eux, la moitié de la communauté périt de maladie. C'est aux premiers Américains que l'on doit la survie du reste de la communauté qui se voit prêter assistance pour survivre et survenir à ses besoins en matière de nourriture. En remerciement l'année suivante, après la première récolte des Pilgrim Fathers, un grand festin auquel sont conviés les sauveteurs de la communauté est organisé. Des dindes sont notamment mangées durant ce repas. Thanksgiving est né et ne cessera de gagner en influence et en importance au fil des siècles. Thanksgiving was a symbolic meal between the native people and the settlers when the settlers first arrived in the New World. They hadn't had the chance to establish themselves, to set up farms or raise livestock yet. So this was the native people pretty much taking care of them during, the first harvest time, so they wouldn't starve in the winter. Alors oui, comme je te le disais tout à l'heure, les origines de cette fête sont aujourd'hui contestées par certains historiens. L'histoire romancée des origines de Thanksgiving cacherait peut-être une vérité plus sombre. Pour l'écrivain américain Benjamin Whitmer, la fête résulte plutôt d'un massacre commis sur les Amérindiens en 1637. Une histoire bien documentée. La mort d'un marchand, John Oldham,
a servi de prétexte aux Pilgrim Fathers pour massacrer la tribu amérindienne des Pequots, à laquelle ils imputèrent sans preuve ce crime. Le village des Pequots fut brûlé, les survivants massacrés, jusqu'à ce que le mot Pequot soit lui-même interdit d'usage. C'est au lendemain de ce massacre que le gouverneur de la colonie, William Bradford, décide d'une fête pour célébrer cette victoire sur les Pequots, fête qui deviendra Thanksgiving. Au final, la coexistence de ces deux récits fondateurs illustre ce décalage entre l'unité que veulent se donner les États-Unis et la réalité de son passé. En dépit de cette naissance sanglante, Thanksgiving a beaucoup évolué jusqu'à nos jours, et son esprit de communion semble quant à lui bien plus réel aujourd'hui. Thanksgiving nowadays emphasizes the importance of family. It's a great time for extended family, relatives, friends, distant cousins, aunts and uncles, all to come together to celebrate the community within family. And it's really a great time because often extended family doesn't get to see each other during the year. So Thanksgiving provides a good opportunity for everyone to come together and spend time together, play some games, and eat a lot of food. Thanksgiving is usually marked by a number of main courses, namely turkey, but also a lot of desserts, pies, and sides. Mais au-delà de cette fête effectivement contestée, il y a bien quelque chose d'actuel. Et Turner nous raconte d'ailleurs qu'il y a une abondance de nourriture à Thanksgiving. Et toi, tu as eu la chance de vivre de manière anticipée cette fête. Alors raconte-nous un peu ça. Alors en fait, effectivement, on a fait une réception avec l'ensemble des Fellows, c'était dans la famille d'accueil de Jade. C'était une réception anticipée avec le French Club également du lycée où on était. Donc c'était vraiment une fête sympa, une réception avec beaucoup de nourriture, effectivement. Tant au niveau entrée, plat et dessert, c'est vraiment l'abondance de nourriture. C'est vrai que parmi les grands moments de cette réception de Thanksgiving, on a pu se retrouver avec les Fellows 2016 parce qu'on n'a pas eu tant de moments que ça dans le séjour en fait où on a pu se retrouver tous les 6 et faire un peu un bilan de notre aventure. Et non, je me rappelle surtout de la leçon d'accent ch'ti qu'a fait Sidonie pour les jeunes Américains du French Club. Et les Américains ont aussi passé la soirée à essayer de dire écureuil en français. C'est très compliqué. Donc voilà les anecdotes un peu savoureuses de cette réception de Thanksgiving. C'est vrai que Thanksgiving maintenant est doté d'une certaine connotation religieuse en fait. C'est l'esprit de communauté, la famille qui se retrouve pour le repas, et on a aussi des prières qui sont faites avant le repas. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu connais la signification de ce billet de 1$? Ah bah Tristan, moi je la connaissais la signification. Mais bon, figure-toi que je l'ai quand même redécouverte en lisant un article de Cloud News qui nous disait: la religion est profondément ancrée dans la société, jusque sur le billet avec la devise du pays qui est « In God we trust ». Mais quelle place la religion prend-elle dans leur vie? La réponse, une très grande. Ma famille priait tous les soirs avant les repas, remerciant Dieu pour la journée passée. Chaque dimanche, elle allait au service, qui est une sorte de catéchisme pour tous les âges. J'ai donc découvert le service en accompagnant les adolescents. C'est une salle très agréable que j'ai découverte. Café et donuts étaient présents en guise de petit déjeuner, et une fois le groupe réuni, les leaders, une fille et un garçon âgés d'une vingtaine d'années, ont fait un tour de table pour demander ce qui s'était passé de bien dans leur semaine et s'ils avaient des problèmes. L'atmosphère était détendue et le dialogue ouvert. Puis comme chaque semaine, ils étudiaient un passage de la Bible, faisaient des groupes et devaient jouer de petites pièces de théâtre pour l'expliquer, souvent humoristiques, reprenant des sujets de l'actualité. Puis c'était l'heure de la messe, elle aussi bien différente qu'en France. J'ai eu la chance d'assister à une messe où allait ma famille d'accueil, du coup. Donc une messe vietnamienne. Et puis voilà. Mais ça se voit quand même que c'est une religion qui est assez croyante, puisqu'en plus on est en plein dans la Bible Belt. Et voilà, c'était intéressant de voir un peu la différence par rapport à la Picardie. La messe débutait avec 5 ou 6 musiques interprétées chaque semaine par un groupe de musique catholique. Et sur le mur en face des personnes, il y avait un rétroprojecteur qui faisait apparaître les paroles comme un karaoké et tout le monde chantait. Puis, un pasteur lui aussi différent venait faire son sermon, toujours en l'accompagnant d'un sujet actuel. Par exemple, il prévoyait d'écrire une lettre au futur président des États-Unis et il invitait à réfléchir sur les caractéristiques qui feraient un bon président, et cela souvent avec humour. En même temps, les personnes remplissaient des phrases à trous dans le programme distribué auparavant.
La messe se finissait alors sur une dernière chanson. Mais attends, le pasteur prévoyait vraiment d'écrire une lettre au président ? Ça, c'était avant l'élection de Trump. À titre personnel, je crois qu'ils n'ont pas encore assez réfléchi aux caractéristiques qui feraient un bon président. Mais bon, ça n'engage que moi. D'accord, en tout cas on va revenir sur les liens entre Trump et puis la religion prochainement, j'imagine. Et puis certainement également entre le lien sur les valeurs sociétales et le vote de Trump. C'est intéressant, mais c'est important ce que tu soulignes aussi sur la porosité entre une religion qui essaime à travers la société. Et puis ça donne parfois des incompréhensions avec la conception française de la place de la religion dans la société. C'est vrai que de manière générale, on sent pas mal la prégnance de la religion dans la société, ce qui est parfois d'ailleurs un peu déstabilisant quand on est habitué à vivre dans un pays laïque. Et on avait d'ailleurs brièvement échangé avec des Américains sur la notion de laïcité, et on sentait qu'il y avait une sorte d'incompréhension fondamentale et mutuelle entre ces deux conceptions de la place de la religion dans la société. Oui, c'est sûr qu'il y a un gouffre entre la conception française de la laïcité et la place de la religion aux États-Unis. Mais il y a aussi un écart énorme sur la place de la religion dans les différents États du pays, non ? Oui, tout à fait. Mais bon, l'Oklahoma fait bien partie de la Bible Belt. C'est bien cette ceinture d'État au sud-est des États-Unis qui a un bastion du fondamentalisme chrétien. Et puis bon, là-bas, l'ouvrage de la Bible est bien un ouvrage de référence. Enfin, moi je pense que pour découvrir tout ça, on va faire un pas de côté par rapport à l'Oklahoma et puis on va faire un cap vers l'est. Connaissez-vous ce petit État en forme de parallélogramme ? Vous n'en êtes pas certain ? Le 16e État des États-Unis est pourtant digne d'intérêt. Rien que l'origine de son nom vaut le détour. Souvenez-vous, nous avons beaucoup parlé des Cherokees dans notre exploration de l'histoire oklahomane. Figurez-vous que le nom Tennessee est justement tiré de celui d'une localité Cherokee, Tanasi. Le Tennessee a longtemps été tiraillé entre des valeurs politiques très contradictoires, ce qui rend d'autant plus intéressante l'étude de l'influence de la religion sur la société dans cet État. Et justement, notre camarade et amie de master, Noémie, a aussi découvert cet État à la fin du mois d'octobre 2016 et a bien des choses à nous dire sur ce sujet. Au niveau de la place de la religion, ça dépend et des lieux, genre ville versus campagne, et des familles. Moi, j'ai eu plus l'occasion de voir le Tennessee rural. J'ai pas eu l'occasion vraiment d'approfondir les relations avec les familles qui venaient de la ville, donc de Nashville. Moi, j'étais à Dixon, donc à environ 30 minutes en voiture de Nashville, mais on est bien dans la campagne. Et dans le Tennessee rural, je dirais que la religion elle a quand même une place importante. Après, il y a une différence entre, on va dire, deux types de familles, où il y a des familles où c'est vraiment une vraie foi, enfin ils croient, et du coup ça dicte un peu leur choix, et d'autres, c'est plus une religion, on va dire, traditionnelle, où en gros c'est par tradition qu'ils vont à l'église, mais au quotidien on les voit pas pratiquer leur religion. Enfin, il y a une famille par exemple où quand on entre, on a un paquet de chapelets à la place d'un paquet de clés, c'était assez marrant. Mais c'était pas la famille où je vivais, et eux on voyait qu'ils étaient très pieux, très croyants, il y avait des figures de la Vierge un peu partout dans la maison. Et moi la famille où j'étais, ils étaient très pratiquants, c'est-à-dire ils allaient à l'église régulièrement et tout, mais ils étaient pas forcément croyants. Et enfin, ça se ressentait pas en tout cas dans leur pratique au quotidien ou dans leur manière de communiquer au quotidien, quoi. Ils plaçaient pas Dieu au centre de leur vie, au centre de leur manière de communiquer avec les autres. Donc du coup, encore une fois, une vision traditionnelle de la religion plus qu'une vraie foi. Et dans ce contexte-là, du coup, c'est un peu tout ce qui est demandé par les religions, c'est-à-dire toutes les règles imposées entre guillemets par les religions ou établies par les religions, elles correspondent aussi à une vision traditionnelle de la société. Et donc les deux vont ensemble, et c'est en ça que la religion, du coup, elle participe à faire des choix politiques. Comme nous, on a pu avoir en France, eux aussi, ils ont le mouvement pro-life et pro-choice, et du coup là, le pro-life, il était prédominant, et en fait ça a une implication politique, mais aussi du coup très en lien avec la religion, parce que typiquement à la sortie de l'église on se retrouvait à distribuer des tracts pro-life, donc clairement il y avait des actions politiques qui étaient menées même au sein même de l'église, et en ça je pense que c'est intrinsèquement lié. Je pense que la religion elle a un rôle important dans le jeu politique, dans le sens où
il y a une prise de position du côté des autorités religieuses sur les questions politiques. Après, est-ce que du coup ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire là on peut imaginer que du coup tout ce qui est religieux allait mener vers du pro-Trump, c'est pas forcément une évidence. La religion a donc une place primordiale dans le jeu politique états-unien. Mais quelle place précisément? Et pourquoi? Et c'est ici qu'une vieille connaissance française, Alexis de Tocqueville, va nous apporter un éclairage. Le philosophe politique considère qu'aux États-Unis, la séparation entre la politique institutionnelle et le religieux, c'est-à-dire principalement catholique, a paradoxalement consacré la puissance du religieux dans le pays. Je trouvais que ces hommes ne différaient entre eux que sur des détails, mais tous attribuaient principalement à la complète séparation de l'Église et de l'État l'empire paisible que la religion exerce en leur pays. Alors bien sûr, ce terme de séparation de l'Église et de l'État ne renvoie pas à notre notion française de laïcité, qui n'existait pas encore à l'époque de Tocqueville d'ailleurs. Plus loin, l'auteur explique ce qu'il entend au juste par séparation. Lorsqu'une religion ne cherche à fonder son empire que sur le désir d'immortalité, qui tourmente également le cœur de tous les hommes, elle peut viser à l'universalité. Mais quand elle vient s'unir à un gouvernement, il lui faut adopter des maximes qui ne sont applicables qu'à certains peuples. Ainsi donc, en s'alliant à un pouvoir politique, la religion augmente sa puissance sur quelques-uns et perd l'espérance de régner sur tous. Pour Tocqueville, en restant dans l'ombre, en gardant une force d'influence conséquente, sans pour autant entrer dans l'arène politique, la religion conserve tout son pouvoir, en dirigeant plutôt les mœurs et en étant de ce fait la première des institutions politiques. Quant à savoir si l'analyse de Tocqueville se vérifie toujours réellement dans les États-Unis d'aujourd'hui, et si la religion n'a pas effectué de pas supplémentaires vers l'arène politique ces dernières années, c'est une autre histoire. Non mais, vois-tu, après toute cette exploration de la religion aux États-Unis, eh bien j'ai toujours du mal à comprendre les spécificités religieuses dans cette Bible Belt. Je parle en termes de pratique de la religion chrétienne par rapport au catholicisme qu'on connaît tant en Europe. Ah mais attends, je vais t'expliquer. Quelle différence y a-t-il entre le catholicisme et le baptisme, qui est pratiqué dans les États de la Bible Belt? Les deux ont une base commune, leur appartenance à la religion chrétienne et un développement à partir du continent européen. Après, les deux divergent. Le courant baptiste est né en 1609 aux Pays-Bas et est une forme de protestantisme. Il s'oppose à la hiérarchie développée dans le catholicisme autour de l'Église et de la figure du pape notamment, en prenant une plus grande horizontalité. Les baptistes sont également tenants d'une position religieuse plus conservatrice. Bon bah voilà pour les différences principales, mais allez, reparlons de l'impact de cette religion si tu veux bien. Oui, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fait le tour de ce sujet ô combien important pour comprendre l'Oklahoma. Alors tu vois, si j'étais très bavard, je parlerais de l'imprégnation culturelle et des groupes de métal chrétiens qui existent là-bas. Ah c'est pas vrai. Eh bien si, figure-toi, alors c'est très présent dans la Bible Belt et même dans d'autres états comme la Californie avec des groupes comme Resurrection Band ou encore Striper. Mais c'est pas le sujet. On est de nuit devant cette tente, là sous le ciel étoilé, et on va parler d'une expérience vécue par certaines fellows en 2016 dans le nord de l'Oklahoma. Et puis pour ça, on va se replonger dans les archives d'Oklahoma News. Durant ce séjour, j'ai compris que la religion était bien plus pour les Américains. C'était le moyen de faire partie d'un groupe. Un groupe qui aime passer du temps ensemble, organise des projets, s'entraide et se soutient quand certains ont des problèmes. Cette idée de communauté, je l'ai expérimentée le vendredi du Fall Breaks. Vacances des écoliers américains qui durent 5 jours, en comptant le week-end, où je suis partie dans le nord de l'Oklahoma visiter un ranch, faire un feu de camp et dormir dans une maison près d'un lac, prêtée par un membre de l'église. Ce séjour avait été organisé par l'église pour célébrer le début des vacances. Les garçons, eux, de leur côté, avaient prévu une partie de paintball puis une nuit de camping. Ce projet était dirigé par la leader présente au service et 22 filles, âgées de 11 à 19 ans, qui étaient du voyage. Le samedi matin, lors de la randonnée près du lac, nous nous sommes arrêtés dans un magnifique endroit et après avoir formé un rond, celles qui le souhaitaient pouvaient adresser un remerciement à Dieu pour quelque chose dans leur vie ou adresser une prière vers des personnes dans le besoin. Par exemple, la situation à Alep. Enfin, l'Église finance aussi des missions.
j'ai rencontré une adolescente de mon âge, 17 ans, qui s'était rendue en Chine pendant 3 semaines avec l'église baptiste de la commune pour dispenser des soins humanitaires et apporter des affaires aux Chinois les plus démunis. Mon objectif, c'était de vous faire comprendre un peu mieux ce peuple très croyant, car pour moi, le premier pas vers la tolérance, c'est la compréhension de l'autre. Ça y est, Qu'est-ce qui se passe? ça y est, on y est. Ah, mais c'est la ville de Laon alors. Exactement. Bah, je comprends que tu sois attaché à cette ville. C'est également une grande cité médiévale. Nous sommes en Picardie, mais est-ce que tu peux m'expliquer le lien avec l'Oklahoma? Non mais à part le fait que j'ai rencontré les premiers fellows en 2016, aucun. Bah, pourquoi on y va alors? Il n'y a peut-être pas de lien direct avec l'Oklahoma, mais il y a des liens majeurs avec les États-Unis, surtout en termes de religion. Et ces liens s'incarnent dans un seul homme, originaire de la cité, le père Marquette. Né à Laon en 1637, Jacques Marquette rentre rapidement dans les ordres. Après un passage par Reims et par Pont-à-Mousson, le prêtre est envoyé en mission de l'autre côté de l'Atlantique. Son devoir ? Évangéliser, et pour ce faire, explorer les terres au sud de l'actuel Canada. Le 8 décembre 1672, le père Marquette se voit confier la mission qui va le faire entrer dans l'histoire. Descendre la vallée du Mississippi pour trouver un éventuel passage vers l'océan Pacifique. Sauf que, comme vous le savez, le Mississippi ne se jette pas dans l'océan Pacifique, mais dans l'océan Atlantique, au niveau du golfe du Mexique. Après avoir atteint la confluence avec l'Arkansas, c'est-à-dire pas très loin des terres oklahomanes, l'expédition du père Marquette rebrousse chemin. Arrivé à l'emplacement de l'actuel Chicago, Jacques Marquette tombe malade. Il ne reverra plus jamais sa chère cité de Laon. C'est donc comme premier cartographe du fleuve Mississippi que le père Marquette est aujourd'hui célébré. Premier Français à parcourir le Mississippi, il permet d'ouvrir la voie à d'autres expéditions qui descendront toujours plus au sud, jusqu'à atteindre l'embouchure du fleuve, et y fonder quelques années plus tard une nouvelle ville, la Nouvelle-Orléans. La suite, vous la connaissez. La Louisiane française, comprenant l'Oklahoma, est fondée. Le père Marquette est donc devenu une figure familière de l'histoire états-unienne, à tel point que le Lanois est honoré par une statue au Capitole à Washington. Ce n'est pas rien quand même. Au final, si on extrapolait, on pourrait presque dire que l'héritage français en Oklahoma a été initialement permis par un homme né ici, à Laon. Mais je n'irai pas jusque-là, parce que c'est oublier toutes les personnes qui l'ont assisté dans cette expédition, à commencer par le commerçant Louis Joliet. Quoi qu'il en soit, le père Marquette est mort au cœur de ces forêts qu'il aimait tant parcourir. Et nous quittons nos forêts picardes, nous sortons de nos forêts pour nous aventurer vers un ultime volet d'anthologie. Est-ce que tu es prête pour la fin de cette aventure ? En route! Eh bien, désormais, Laon et les derniers secrets de la société états-unienne nous attendent. Mais ils sont passés où? Dans l'ultime volet de Back to OK, nous allons explorer les rouages politiques de l'Oklahoma. À travers la mairie d'Oklahoma City et le Capitole, nous allons découvrir des institutions qui diffèrent de ce que vous connaissez en France. Nous reviendrons sur le contexte politique de l'élection de Trump en 2016. Enfin, nous ferons nos adieux à Back to OK. Mais ça, ce sera quand j'aurai retrouvé Eva et Tristan.